Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Voilà, il y a deux visites aussi importantes l'un et l'autre, mais très différents. Donald Trump en Europe pour commémorer le 75e anniversaire de débarquement de Normandie. Alors, il a rencontré tous les dirigeants européens. Dans l'autre côté, le président chinois Xi Jinping est en Russie pour une visite d'État. Vous savez, ces deux visites très importantes, il me semble, peut-être fausse, il est en train de diviser le monde encore une fois en deux parties. Est-ce vrai? Alors, je suis très heureux d'avoir deux experts comme mon invité pour nous donner leur analyse. Pierre Barou, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien diplomate. Lorsque vous avez été consul de Shanghai, c'est vous qui m'avez donné le premier visa pour aller en France comme correspondant de mon journal à Paris. C'est un honneur pour moi. Et puis, vous avez été ambassadeur à Singapour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et bonjour aussi, professeur Xu Tieping. Bonjour pour l'invitation. Vous êtes un politologue, vous êtes surtout un expert pour les relations internationales aussi, pour l'Université de communication de Chine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Alors, ma première question est mon professeur. Alors, on sait que, une fois élu par l'Assemblée comme le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, le premier pays étranger pour visiter, c'est la Russie. Et cette fois-ci, lorsque Xi Jinping est reconduit pour le même poste, le président de la République populaire de Chine, le premier visiteur étranger qu'il a visité, c'est encore la Russie. Selon les statistiques, ils se sont rencontrés entre Poutine et Xi Jinping déjà une trentaine de fois, c'est-à-dire 5 fois par an. Est-ce que cela veut dire que les relations entre deux présidents sont vraiment très très bonnes? C'est-à-dire qu'au début, c'est normalisation et après une sorte de relation, disons, établie, égalité. Par rapport, par exemple, dans le passé, c'était toujours le grand frère aîné et cadet. Et après la désintégration de l'Union soviétique, c'est que la nature des relations entre les deux pays change beaucoup. Si, par exemple, depuis quelques années, on voit que les relations deviennent normales, oui, c'est les relations. Elles se consolident petit à petit, sans pour autant dans une position, disons, d'alliance classique. Mais ce que vous dites, c'est entre les deux pays. Mais je veux dire qu'entre deux personnes, par exemple, leur camaraderie est exceptionnelle, apparemment. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'entre les deux pays, c'est pas seulement une relation bilatérale, mais il y a pas mal de canaux et de canaux de, je dirais, de contacts, de rencontres. Non seulement, disons, des relations bilatérales, mais vous pensez aussi le G20, le BRICS, l'Organisation de coopération de Shanghai, et puis il y a d'autres occasions. De se rencontrer pour deux dirigeants, oui. Mais c'est bien vrai que par rapport aux autres puissances dans le monde, c'est que les relations entre la Chine et la Russie devient, je dirais, par rapport au passé, par rapport aux autres, ça devient, disons, dans une position très brillante, si vous voulez. Voilà, professeur, apparemment, durant la visite de Xi Jinping en Russie, les deux parties ont déclaré que leur partenariat de coordination stratégique globale pour une nouvelle époque est au sommet. La relation entre la Chine et la Russie est vraiment dans une nouvelle période. Expliquez-nous un peu quelle est la nature de cette relation entre la Russie et la Chine, qui n'est pas une alliance, mais ils sont excellentes. Je dirais que fondamentalement, si nous, dans notre mémoire collective, la Russie, depuis la période tsariste, à travers la période communiste, jusqu'à Khrouchtchev, Staline, etc., disons, les relations envers la Chine n'est pas toujours très amicales. Et il y a un sentiment victimaire assez fort chez nous. C'est que justement, depuis la fin de l'Union soviétique, cette relation se modifie petit à petit vers une égalité, d'autant plus qu'aujourd'hui,
économiquement, c'est que la Chine se dépasse, disons, la position classique de la Russie. C'est un changement statuaire qui décide, qui conditionne en grande partie les diplomaties des deux parties. Dans ce cas-là, dans notre cas, c'est vers un bon voisinage, surtout dans un monde de plus en plus incertitude. C'est qu'on a besoin, je dirais, des relations normales, de bon voisinage notamment, comme la Russie, mais aussi avec le Japon et l'Inde, etc. Et deuxièmement, moi, je pense que c'est dans la chaîne de redivision du travail international et que la Chine fait plus de progrès dans l'industrialisation, informatisation, tandis que la Russie se maintient plutôt ses atouts dans l'énergie, en militaire. Donc, il y a un nouveau domaine de coopération. Et enfin, moi, je dirais le troisième, si on vit, comme vous mentionnez dès le début, c'est que pour qualifier les relations, la Chine, les deux parties utilisent toute une série, je dirais, de qualificatifs pour, je dirais, décrire les relations. Au fond, simplement, c'est que je dirais qu'il s'agit d'une relation stable, encore à améliorer, mais je dirais que moins de conflictualité comme dans le passé. Alors, M. Barrou, en Europe, apparemment, l'opinion publique concentre leur attention sur la visite de Trump, parce que bien sûr, Trump a beaucoup d'histoire, ça fait parler de lui toujours comme toujours, mais on parle peu de cette visite de Xi Jinping en Russie. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la visite de M. Trump, mais vous savez, c'est une visite largement commémorative. Il s'agit de remercier les États-Unis. Ce qui est curieux, c'est que la Russie était écartée parce que... Non, bien sûr. Mais là, Poutine était à Normandie. Il est déjà venu, oui. Il était venu. Oui, non, mais là, cette fois-ci, quand même, on a invité une fois M. Poutine, mais c'est l'anniversaire du débarquement de Normandie. Et donc, c'est une visite largement commémorative. Il y a eu beaucoup de cérémonies très belles. Je ne suis pas sûr que ce soit une visite d'une très grande importance politique, personnellement. C'est une visite qui se place plutôt sur le plan d'une amitié historique et du remerciement de l'Europe vis-à-vis de l'aide américaine. Comme vous savez, les Américains sont venus plusieurs fois sauver l'Europe. Au moment de la guerre de 14, ils ont mis 3 ans à se décider. La Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont mis que 2 ans. Donc c'est un progrès. Et on espère que si un jour il y a un problème, on espère qu'ils se décideront encore plus rapidement. Mais en tout cas, on doit les remercier parce qu'il y a eu le sacrifice d'énormément de jeunes Américains. Et donc ça mérite tout à fait que ce soit un événement. Quant à la visite de M. Xi Jinping en Russie, je crois que, bien entendu, cette visite a été éclipsée, comme vous dites, par l'aura médiatique de cette visite commémorative de Trump. Ça ne se place pas sur le même plan. Et au fond, ce qui intéresse les Européens dans cette visite, c'est beaucoup plus la question du rapport avec la Russie. Du rapport de l'Europe, de l'Union européenne avec la Russie. Ce problème intéresse les experts plus que le grand public, mais c'est un vrai sujet et il est délicat parce que, comme vous savez, aux États-Unis et dans certains milieux européens, on est quand même inquiet de la politique de la Russie de Poutine qui consiste à intervenir contrairement au droit international dans des pays où vivent des communautés russes minoritaires. Ça nous rappelle l'ancienne République de l'Union soviétique. Oui, mais cette politique est justifiée par la présence de communautés russophones ou russes dans ces pays. Cela se pose en Ukraine, cela peut aussi se poser dans certains pays baltes. Alors, la Chine, d'ailleurs, ne partage pas la position de la Russie sur cette ingérence dans les pays étrangers. Elle a dit, pour faire un peu un compromis, qu'on pouvait comprendre certaines raisons. Mais enfin, elle s'est abstenue au Conseil de sécurité, souvenez-vous. Et donc, la Chine a toujours été hostile à la politique d'ingérence des grandes puissances dans les pays étrangers. Donc, il y a une inquiétude. Et il y a eu des sanctions
américaine et européenne. Néanmoins, cela contrarie, bien entendu, dans le cas de Trump, c'est évident, puisqu'il avait annoncé qu'il voulait se rapprocher de la Russie, et dans le cas de l'Europe, il y avait aussi une politique de rapprochement, notamment économique. Donc, il y a une contradiction entre une volonté de rapprochement et des sanctions qui ont été prises pour des raisons juridiques internationales tout à fait valables. Donc, il n'y a pas de division de monde en deux parties. D'un côté, américano-européen, Alors, de l'autre. je ne le pense pas, parce que je pense que pour la Chine, quelle que soit l'excellence de ses relations avec la Russie de Poutine, ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas? Bien Ce qui sûr. est une bonne chose. La relation de la Chine avec les États-Unis ou avec l'Union européenne reste sur beaucoup de plans plus importante que la relation avec la Russie, dont l'importance politique et militaire est réelle, mais dont le poids économique aujourd'hui se réduit à celui d'un seul pays, petit pays moyen d'Europe. Oui, peut-être. Je vais ajouter sur quelques mots. Moi, je pense que une notion, je dirais, bipolaire est dépassée. Catholique, peut-être aujourd'hui, devant le challenge, disons, sur la gouvernance mondiale, c'est que l'idée de multilatéralisme est mieux acceptée chez nous, mais en grande partie aussi par les Européens. C'est premier. Et deuxièmement, je pense, oui, c'est qu'aujourd'hui, la Chine, du point de vue de son autonomie en diplomatie, ont des positions sur la gouvernance mondiale, sur certains sujets, ont des positions, disons, similaires avec la Russie, mais pas sur tous les sujets. Comme par exemple M. Pierre Barrault avait indiqué, moi je pense que sur la Crimée, l'Est ukrainien, sur le dossier, disons, relations indo-pakistanais, sur, disons, éventuelles revendications ou le litige dans la mer du Sud de Chine, etc., c'est qu'on ne trouve pas que Pékin, Moscou sont des supporters absolus, sanctionnaires. Mais là, c'est tout de même, c'est assez différent que beaucoup y pensent. Nous, probablement, moi je pense sur le multilatéralisme, on propose par exemple, on est partisan de l'accord de Minsk. On préfère par exemple l'organisation de coopération de Shanghai, de BRICS, de J20, jouer plus de rôle, je dirais, d'empêcher les conflits, essayer de faire le bon office pour de conflits. Cela dit, moi je pense tout de même, c'est que les États-Unis ont fait trop dans l'élargissement de l'OTAN. Quand par exemple un grand pays comme la Russie, on peut mentionner par exemple l'Ottoman ou d'autres, avait, disons, des décrets, il y a toujours une question de gérer, de traiter ces miettes, entre guillemets, je dirais des anciens terroirs, etc. Et sur ce point-là, c'est l'élargissement de l'OTAN, contrairement à les promesses disons, fait par Washington dans les passés, avait vraiment, je dirais, provoqué une réaction, je dirais, peut-être excessive de la part de Moscou. Mais, oui, ce que vous dites, c'est vrai. Hein, c'est même au moment de la visite de Xi Jinping en Russie, le secrétaire de la presse de président Poutine avait déclaré que le renforcement des relations entre la Chine et la Russie n'est pas contre un adversaire, un tiers, par exemple. C'est-à-dire les deux parties, les Russes comme les Chinois, ont tenu à rappeler que le renforcement dans leur alliance n'a aucunement pour objectif quelconque adversaire, ça c'est sûr. Mais du côté chinois, on a quand même à rappeler que la Chine veut voir plus de solutions sino-russes
sur les affaires, certaines affaires internationales comme l'Iran par exemple. Oui, oui. Alors, comment expliquer? Moi, je pense que sur le dossier international, non seulement la Chine et la Russie ont des positions communaires, mais aussi avec, par exemple, l'Allemagne et la France sur le dossier nucléaire iranien. Oui, voilà. Des positions Vous similaires. savez, en fait, la coopération, par exemple, entre la France et la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies, depuis l'entrée de la Chine aux Nations Unies, la relation est très privilégiée. Oui. Et il y a une excellente coopération à New York entre les Français et les Chinois. Il ne faut pas oublier que la France est le premier pays qui a établi les relations diplomatiques avec la Chine. Oui, oui, et qui a favorisé par l'entrée de la Chine à l'ONU. L'entrée de la Chine à l'ONU. Donc il y a toujours eu une excellente coopération et qui est très importante dans le cadre d'un partenariat stratégique qu'avait lancé notamment le président Chirac. Ça s'est encore développé. Il y a une excellente coopération à New York entre la France et la Chine. S'il y a une bonne coopération à New York entre la Russie et la Chine, on ne peut que s'en féliciter, à condition, bien entendu, que la Chine ne renonce pas aux principes, ce que d'ailleurs elle ne fait pas, parce que précisément, la Chine attache aussi un prix au système international, au droit international. Vous savez, la Chine est devenue un pays très puissant. Elle est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale. Oui, enfin, c'est une très grande puissance. Ceci va forcément entraîner une mutation de la diplomatie chinoise. Cette mutation est en cours, comme vous le dites, avec notamment cette orientation vers le multilatéral. Il reste néanmoins le fait que la Chine garde des relations privilégiées sur le plan bilatéral avec beaucoup de pays que d'autres pays, notamment occidentaux, considèrent comme des États voyous. Terme qui est peut-être exagéré. Mais enfin, si on dit les meilleurs amis de la Chine, c'était la Birmanie de la dictature militaire, Cuba, la Corée du Nord, le Venezuela de Maduro. Enfin, vous voyez, il y a donc, vu de l'Occident, on compte beaucoup sur l'évolution de la diplomatie chinoise, non seulement sur le plan multilatéral, mais aussi comme un pays de plus en plus responsable dans la gestion des affaires du monde, y compris dans ses relations bilatérales, et pour faire prévaloir toujours les principes. Donc nous sommes assez confiants parce que nous pensons que cette évolution se fait. Ce que vous dites me fait rappeler une époque de la guerre de l'Irak. Vous savez, la diplomatie chinoise évolue, bien sûr, avec le temps. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sujets importants comme le multilatéralisme, le climat, la lutte contre le réchauffement climatique aussi. Alors, apparemment, l'Europe et la Chine ont des positions très communes contre des États-Unis, de Trump qui se retire de l'accord de Paris, qui se retire de... Bien entendu, vous avez raison, oui. Est-ce qu'il y aura un rapprochement entre la Chine et l'Europe dans ces 5 ou 10 prochaines années? Alors, oui. Sur beaucoup de dossiers? C'est déjà le cas. Oui, c'est déjà le cas. Sur les dossiers que vous mentionnez, il y a un dialogue très confiant, très positif, et il y a beaucoup de points de vue communs entre l'Europe et la Chine, et notamment entre la France et la Chine, sur ces sujets. Et naturellement, par rapport à la diplomatie très musclée de Trump, mais qui n'est pas en fait en rupture avec ses prédécesseurs. Il y a une orientation des États-Unis à la fois vers une forme d'isolationnisme, ce qui est arrivé régulièrement dans l'histoire des États-Unis, et vers la volonté de traiter donc bilatéralement en fonction des intérêts nationaux. Et naturellement, cela a un peu inquiété la Chine comme cela inquiète les Européens. Moi, je pense que la logique du multilatérisme est tout à fait contredite à la logique, disons, des blocs
l'alliance classique, uniquement sur l'Est ou l'Est, etc., fortement idéologisée. Et deuxièmement, c'est qu'entre les pôles, je dirais, du pouvoir aujourd'hui, qu'on peut former, disons, souvent sur, disons, des fronts communs, mais plutôt d'occasion. Comme par exemple la guerre de l'Irak, etc. Moi, je pense aujourd'hui sur la crise de Crimée ou l'Ukraine de l'Est, et peut-être aussi sur le changement climatique. Alors là, on voyait que les pôles disons, de puissance peuvent former des alliances, pas uniquement sur, je dirais, sur un choix, un camp idéologique, classique ou institutionnel, comme vous dites. Et d'autre part, moi je pense que nous pensons plutôt des relations de bombardinage en surpassant la nature du pouvoir. Je pense par exemple, M. Parcours avait indiqué Cuba, Venezuela, Birmanie, etc. Mais je pense qu'en même temps, on peut trouver que la Chine est aussi le partenaire, les amis des pays, disons, dont la nature sont totalement différents que des pouvoirs souvent qualifiés comme dictateurs par les Occidentaux. Alors là, moi je pense que finalement c'est l'intérêt État. Vous savez, la Chine a proposé une ceinture et une route. Hein, ça c'est, on l'appelle en Europe la nouvelle route de la soie. Bon, apparemment, avec cette visite de Xi Jinping en Russie, ce plan est renforcé. L'Europe apparemment a répondu d'une façon assez positive aussi. Si ce plan se concrétise, continue à se développer, est-ce que cela va écarter un peu les États-Unis comme un peu isolés Alors je ne suis pas sûr, parce que vous avez vu que maintenant ce projet Une ceinture, une route, il concerne un peu le monde entier, parce qu'au départ c'était le continent eurasiatique, mais maintenant on voit que les projets se développent un peu partout, donc c'est une diplomatie économique chinoise. Isoler les États-Unis, c'est plutôt les États-Unis qui s'isolent eux-mêmes. Vous savez. Voilà. En fait, l'isolationnisme est, comme je vous disais, une des traditions de la diplomatie américaine, et c'est, dans notre point de vue, en Europe occidentale, c'est plutôt quelque chose que nous craignons. D'ailleurs, tout à l'heure, je mentionnais avec un peu d'humour que les Américains étaient venus à notre secours, mais avec toujours 3 ans, avec 2 ans un peu de réflexion. délai, ce qui ne retire rien au courage et au sacrifice de leurs jeunes soldats. Mais vous voyez bien que ce délai, les 2 fois, est précisément dû à cet isolationnisme des États-Unis. Donc, nous ne le souhaitons pas. Au contraire, nous souhaiterions que, malgré cette tendance à l'isolationnisme, les États-Unis continuent à s'impliquer, comme le font l'Europe et la Chine, comme nous l'avons dit, dans une diplomatie multilatérale pour régler ensemble les grandes questions de la planète. Je pense que le choix de Trump aujourd'hui emporte, disons, en lui-même certaines contradictions. Oui. D'une part, c'est la logique, on est dominant. Oui. Et donc, c'est force imposition, frappe. De l'autre côté, comme vous dites, isolation, repli sur soi-même. C'est vrai. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il se replie sur certains dossiers, une série de retraits, de l'accord, de conventions internationales. Voilà. En même temps, c'est plutôt interventionniste, en frappant les autres, quand on prend par exemple en relation avec la Corée du Nord, avec l'Iran, avec la Russie, et puis aussi les guerres commerciales avec, je dirais, à peu près tout le monde. Dans ce choix-là, avec la Chine, mais c'est avec une la... dérive qui, au sein de lui-même, rapporte de contradictions contradictoires, très conflictuelles. Après ces 2 visites, comment voyez-vous le monde de demain? Vous voyez, c'est une question ouverte. Vous voyez, la Chine et la Russie renforcent leurs relations, bien évidemment, et l'Union européenne et les États-Unis, je ne dis pas renforcent leur dividendes, mais essaient de trouver une solution pour leurs relations. Alors,
comment voyez-vous le monde de demain? Oui. Ben, si on regarde Washington, souvent on dit incertitude. Peut-être, disons, le Big Frère a beaucoup changé. Le Big Brother a certaines imprévisibilités. Mais si on va un peu plus horizontalement, regarde ici et là, je pense les esprits, les forces de raison normales existent et on a essayé de faire quelque chose, disons, ensemble pour la prospérité et la stabilité du monde. Mais il ne faut pas oublier que Trump, c'est les États-Unis d'abord. Dans ce contexte, est-ce que la Chine, la Russie, l'Union européenne peut avoir une relation normale avec un partenaire qui se dit ses intérêts l'emportent sur tous les autres? Alors, vous savez, en fait, il n'y a rien de nouveau, hein. Naturellement, dans la diplomatie, en réalité, ça a toujours été comme ça. La diplomatie des États, c'est la défense des intérêts. Donc, ce n'est pas, après tout, quelque chose de si nouveau. Oui, mais au moins, on ne peut pas le dire aussi... Pourquoi pas Bon. Pourquoi pas? Et donc, là, il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Et en fait, le monde de demain, je dirais, nous comptons beaucoup sur la Chine. Oui, la Chine veut gagnant-gagnant. C'est pas la Chine d'abord. Nous comptons beaucoup sur la Chine. Vous voyez que ces dernières années, il y a quand même un changement. La montée en puissance de la Chine a aussi développé un sentiment d'inquiétude dans beaucoup de pays, à la fois chez certains pays voisins et dans d'autres parties du monde. Et surtout les États-Unis. Non, c'est pas seulement les États-Unis. Et donc, nous comptons beaucoup sur la Chine pour qu'elle dissipe certaines incertitudes et qu'elle se montre un responsable, un pays responsable avec. Et d'ailleurs, nous essayons par tous les moyens, comme je le disais, au Conseil de sécurité, dans les enceintes multilatérales, nous maintenons un dialogue privilégié, nous avons un partenariat stratégique, et c'est vraiment la politique de l'Union européenne et de la France d'essayer d'aller dans ce sens. Et je pense que la Chine aura, par définition, une responsabilité de plus en plus grande sur l'évolution du monde, puisque son poids n'a cessé d'augmenter, donc les deux choses vont de pair. Voilà, donc nous comptons beaucoup sur la Chine et c'est pourquoi nous maintiendrons toujours un dialogue très privilégié avec Pékin sur les grandes questions mondiales cela peut jouer un rôle très positif quelle que soit l'attitude du partenaire américain. Nous verrons comment vont évoluer. Vous savez, M. Trump, il défend les intérêts des Américains, mais apparemment, il a quand même un avantage, cet homme, c'est que c'est un deal maker. Il veut signer des accords, il veut aboutir. Alors, naturellement, il veut que ces accords ils soient à son avantage. Ça, c'est clair. C'est pas quelque chose non plus de vraiment nouveau. Mais néanmoins, c'est un deal maker. Un ami chinois me disait il y a quelques jours, Trump, après tout, c'est pas si compliqué quelque part. Ce serait peut-être plus grave dans l'avenir avec un autre président américain. Est-ce que vous voyez, les Chinois ne souhaitaient pas tellement la victoire de Mme Clinton. Monsieur Trump, en fait, il est assez amical avec la Russie, avec la Chine, même si il y a ces différends commerciaux. Mais les différends commerciaux, ce sont des questions d'argent. Bon. Voilà. Okay. Donc, j'ai l'impression que vous êtes tous les deux relativement optimistes. Oui. Très bien. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup, merci pour vos analyses qui sont très intéressantes. Et j'espère que le monde va dans le sens que vous avez décrit. Eh bien, nous verrons. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre patience et à la prochaine.